À 14h37 de l'après-midi du 16 décembre 1944, le sergent Paul Hendricks tenait une radio de campagne dans les ruines d'un bunker allemand abandonné à 3 km de Bastogne, en Belgique. 27 ans, vétéran de 12 mois de combat continu, détenteur du record de survie dans des sièges impossibles. La voix du général McAuliffe était techniquement calme à la radio, mais Hendricks connaissait ce ton. C'était le son d'un homme qui avait fait les calculs et était arrivé à une seule conclusion. La 101e division aéroportée était complètement encerclée par 3 divisions Panzer. Munitions suffisantes pour 4 heures de combat défensif, fourniture médicale épuisée depuis 36 heures, température extérieure de moins 18 degrés et absolument aucune possibilité de renforts arrivant avant l'aube du lendemain. Ce que Hendricks ne savait pas à ce moment-là, c'est que sa réponse au prochain ordre du général changerait non seulement le destin de 8000 hommes encerclés, mais la nature même de la façon dont les guerres seraient menées dans les décennies suivantes. 22 heures plus tôt, la 101e division avait reçu l'ordre de tenir Bastogne à tout prix. La ville était un nœud routier critique, 7 routes principales convergeant vers une seule place centrale. Qui contrôlait Bastogne contrôlait le mouvement des troupes dans tout le secteur des Ardennes. L'offensive allemande, qui serait plus tard appelée « Bataille des Ardennes », avait été lancée avec une violence que personne au commandement allié n'avait prévue. 250 000 soldats allemands, 1000 chars, 2000 canons d'artillerie. L'objectif était simple et dévastateur. Diviser les forces alliées en deux, capturer le port d'Anvers, forcer les Britanniques et les Américains à négocier la paix sur le front occidental. Et Bastogne se trouvait directement sur le chemin de cette machine de guerre ressurgente. Les premiers combats avaient été chaotiques. Les unités de la 101e arrivèrent à Bastogne en camion. Beaucoup de soldats sans équipement d'hiver, certains sans munitions complètes. Il n'y avait pas de temps pour une organisation adéquate. Les Allemands étaient à moins de 10 km et s'approchaient rapidement. Le sergent Hendricks avait été désigné pour coordonner les défenses du secteur Est avec seulement 19 hommes, la plupart des recrues qui n'avaient jamais vu de véritable combat. Il avait 6 mitrailleuses, Browning M1919, 2400 balles, 4 bazookas avec 12 roquettes entre eux, et la certitude absolue que cela ne serait pas suffisant. Le lendemain matin, les premiers chars Panzer apparurent sur les lignes extérieures. Hendricks observa à travers des jumelles, tandis qu'une colonne blindée allemande testait les défenses au nord. 43 chars en formation échelonnée, infanterie protégée derrière chaque véhicule, artillerie mobile fournissant une couverture. C'était une opération exécutée avec la précision chirurgicale qui avait rendu la Wehrmacht si létale dans les premières années de la guerre. Les mitrailleuses américaines ouvrirent le feu à 700 mètres. Les projectiles ricochaient inoffensivement sur le blindage frontal des Panzers. 2 bazookas tirèrent. Une erreur de trajectoire, un impact qui ne pénétra pas complètement. La contre-attaque allemande dura 7 minutes. Quand elle se termina, le secteur nord avait perdu 32 hommes et reculé de 400 mètres. C'est à ce moment-là que Hendricks comprit les mathématiques brutales de la situation. Chaque affrontement coûtait des ressources qui ne pouvaient être remplacées. Munitions, hommes, position défensive, morale. Les Allemands, en revanche, semblaient avoir des approvisionnements illimités. À chaque attaque repoussée, ils reculaient, se réorganisaient et revenaient avec plus de force. C'était une guerre d'usure que la 101e était mathématiquement garantie de perdre. Le deuxième jour du siège, la situation était déjà critique. Les approvisionnements en munitions étaient tombés à 40% de la capacité opérationnelle recommandée. Chaque soldat avait l'ordre de tirer uniquement lorsqu'il était absolument certain de toucher. Les mitrailleuses furent repositionnées 3 fois pour économiser les projectiles, concentrant le feu uniquement sur les secteurs sous attaque directe. Le poste de premier secours dans la cave d'une église fonctionnait sans morphine, sans sulfanilamide, sans bandage suffisant. Les médecins utilisèrent de la vodka confisquée comme désinfectant et déchirèrent des draps de civils pour faire des garrots. Et puis vint le froid. Moins 18 degrés Celsius pendant la journée, moins 24 la nuit. Les soldats sans équipement d'hiver adéquat commencèrent à montrer des signes d'hypothermie et de gelure, doigts et oreilles noircissants, tremblements incontrôlables, confusion mentale. Hendricks ordonna à ses hommes de partager les couvertures par tour de 2 heures, gardant la moitié de l'unité toujours en mouvement pour éviter que le froid ne cause des pertes
avant même le combat. Le troisième jour, les lignes de communication avec le commandement central commencèrent à échouer. Radios avec batterie gelée, messagers pris en embuscade par des tireurs d'élite allemands. Les informations arrivaient en fragments contradictoires. Une patrouille signala des chars Tiger II à 2 km à l'est. Une autre aperçut de l'infanterie allemande s'infiltrant par les forêts au sud. De l'artillerie lourde était positionnée sur les collines au nord-ouest, se préparant pour un bombardement coordonné. La 101e était complètement encerclée, et tout le monde le savait. C'est alors que le général McAuliffe convoqua une réunion d'urgence avec tous les commandants de secteur. Hendricks était là, seul sergent dans une salle pleine d'officiers supérieurs. Le général posa une carte sur la table. Des cercles rouges marquant les positions allemandes formaient un anneau parfait autour de Bastogne. Des flèches indiquant les mouvements de troupes ennemies convergeant de toutes les directions. Il n'y avait pas de lacunes, pas de route d'évacuation, pas de possibilité tactique de percée. McAuliffe parla pendant 4 minutes. Son analyse était impeccable et dévastatrice. Les Allemands avaient une supériorité numérique de 8 contre 1, supériorité en blindés de 15 contre 1. Artillerie, 20 contre 1. La 101e se battait avec des munitions rationnées, sans soutien aérien en raison du temps couvert, sans perspective réaliste de renfort avant 72 heures. Et 72 heures était un délai qu'ils n'avaient pas. Les Allemands préparaient une attaque coordonnée sur tous les secteurs simultanément. Quand cela se produirait, il serait impossible de maintenir les défenses. Le général regarda autour de la salle. « J'ai reçu une communication du commandement suprême allemand. Il propose des conditions de reddition. Si nous livrons Bastogne dans les 6 prochaines heures, ils garantissent un traitement de prisonniers de guerre conforme à la Convention de Genève. Si nous résistons, ils ne peuvent faire aucune promesse sur ce qui arrivera quand les défenses s'effondreront. » Silence absolu. Chaque homme dans cette salle savait exactement ce que cette proposition signifiait. Reddition organisée contre anéantissement chaotique. C'était un choix brutal, mais mathématiquement logique. Continuer à se battre ne changerait pas le résultat final. Cela augmenterait seulement le nombre de morts. McAuliffe continua, et maintenant il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Pas de la résignation, mais une sorte de fatigue profonde qui venait d'avoir à prendre des décisions impossibles. J'ordonne à tous les commandants de secteur de préparer leurs unités pour une reddition coordonnée à 18 heures. Les munitions restantes doivent être consolidées et livrées. Documents sensibles détruits. Blessés préparés pour le transfert. C'est alors que Hendricks prit la parole. Il n'avait pas prévu de parler. Il n'avait pas l'autorité pour remettre en question un ordre direct d'un général. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans les mathématiques de McAuliffe, et Hendricks avait passé les 3 derniers jours à voir exactement ce que c'était. « Mon général, je demande respectueusement la permission de vous soumettre un désaccord. » Tous les regards dans la salle se tournèrent vers lui. Un sergent interrompant un général pendant des ordres de combat était quelque chose qui n'arrivait tout simplement pas. Mais McAuliffe lui fit simplement signe de continuer. Hendricks s'approcha de la carte. « Mon général, votre analyse est correcte concernant les chiffres, mais il y a quelque chose que les Allemands n'ont pas et que nous avons. » Il pointa les cercles rouges autour de Bastogne. Ils sont dispersés. 3 divisions Panzer opérant dans un encerclement de 28 km de périmètre. Cela signifie qu'en tout point spécifique, l'avantage numérique réel est beaucoup plus faible que 8 contre 1. Et il y a autre chose. Il marqua une pause, organisant les pensées qu'il avait formulées depuis la première attaque Panzer qu'il avait observée. Ils sont pressés. Toute cette attaque, toute l'offensive des Ardennes est un pari désespéré d'Hitler. Ils ont besoin de Bastogne maintenant, pas dans une semaine. Chaque jour où nous les retardons est un jour de plus pour que les Alliés réorganisent les défenses, amènent des renforts, coupent les lignes d'approvisionnement allemandes. Ils ne peuvent pas attendre. Nous si. McAuliffe étudia Hendricks avec une intensité nouvelle. Continuez. Mon général, j'ai observé les schémas d'attaque ces 3 derniers jours. Ils gaspillent les munitions comme s'ils en avaient à profusion. Attaque frontale massive au lieu des tactiques d'infiltration plus subtiles qu'on attend de la Wehrmacht. Cela me dit 2 choses. Soit ils ont des commandants de second ordre, ce que nous savons ne pas être le cas, soit ils ont reçu l'ordre de nous briser rapidement, quoi qu'il en coûte. Et quand des soldats sont sous pression de ce genre, ils commettent des erreurs. La salle était complètement silencieuse maintenant. Hendricks continua.
pointant des secteurs spécifiques sur la carte. Dans le secteur Est, ils ont attaqué le même point 3 fois en 2 jours. Toujours à 09h30. Toujours avec la même formation. Ce n'est pas de la flexibilité tactique, c'est du désespoir répétant des formules qui ont fonctionné auparavant. Et s'ils font ça dans mon secteur, ils le font dans d'autres aussi. Il regarda directement McAuliffe. « Mon général, si nous nous rendons maintenant, nous livrons Bastogne intacte. Toutes les routes opérationnelles, tous les dépôts de carburant capturés, accès libre pour le mouvement des troupes allemandes. Mais si nous résistons, ne serait-ce que 48 heures de plus, nous les forçons à dépenser des ressources qu'ils ne peuvent pas remplacer. Chaque char détruit ici est un char qui ne sera pas en train d'attaquer Anvers. Chaque heure où nous les retardons est une heure de plus pour la 3e division blindée de Patton de se réorganiser au sud. » McAuliffe ne répondit pas immédiatement. Il étudia la carte, puis Hendricks, puis à nouveau la carte. Quand il parla finalement, sa voix avait une qualité différente. « Sergent, vous me dites d'ignorer un avantage numérique de 8 contre 1, des approvisionnements critiques épuisés, 0 possibilité de renfort, et de continuer à nous battre en nous basant sur la théorie que les Allemands vont commettre des erreurs. » Hendricks n'hésita pas. « Non, mon général. Je dis qu'on continue à nous battre parce qu'ils font déjà leurs erreurs, et parce que les gars de mon secteur ne sont pas venus traverser l'Atlantique pour plier genoux. » La réponse de McAuliffe allait devenir célèbre dans l'histoire militaire. Mais à ce moment-là, à 14h37 le 16 décembre 1944, ce qui importait n'était pas la réponse du général. C'était le fait qu'un sergent de 27 ans avait vu quelque chose que tous les officiers supérieurs avaient manqué. Et ce qu'il savait, ce qu'il avait observé durant les 72 dernières heures de combat impossible, était sur le point de tout changer. Le sergent se tourna vers les 3 soldats les plus proches, les yeux encore fixés sur la radio silencieuse. L'ordre du général était clair, mais l'opportunité que personne d'autre n'avait vue était là, à quelques mètres de distance. « Écoutez attentivement, dit-il, la voix basse mais ferme. Ces chars allemands ne se déplacent pas en formation d'attaque. Ils sont en colonne de marche. Vous savez ce que cela signifie? Le caporal Jenkins, le même qui avait fait des blagues une demi-heure plus tôt, secoua la tête négativement. Ça signifie qu'ils nous croient battus. Ils passent, ils ne combattent pas. Regardez où ils sont. Le sergent pointa à travers la fente du mur démoli. Cette vallée étranglée. Une seule route de sortie. C'est un couloir parfait pour eux. La perception tactique était limpide. Les Allemands avaient transformé la géographie en leur propre piège. Et le sergent venait d'identifier la clé que personne aux échelons supérieurs n'avait envisagée. Nous avons 4 lance-roquettes Panzerschreck capturées dans la cave, assez de munitions pour 12 tirs. Et cette élévation à l'ouest, il désigna la petite colline couverte de décombres, offre un angle de tir direct sur le flanc des chars. Les hommes commençaient à comprendre. Il ne s'agissait pas d'affronter les panzers frontalement, une bataille suicidaire. Il s'agissait de transformer le terrain en complice. Les Allemands avaient choisi la vitesse plutôt que la prudence, et ce choix allait coûter cher. Nous avons besoin de 2 tireurs sur l'élévation, un observateur maintenant le contact visuel, et le reste couvrant une éventuelle infanterie d'appui. Nous avons peut-être 8 minutes avant que la colonne ne termine la traversée de la vallée. Jenkins jeta un coup d'œil à la radio silencieuse, puis au sergent. Mais le général a donné l'ordre de se replier. Si on reste ici et qu'on échoue, si on recule maintenant, ces chars vont nous mettre en pièces dans la demi-heure qui suit. Cette vallée, c'est notre seule fenêtre. Après, c'est du terrain ouvert jusqu'aux lignes arrière. Le sergent marqua une pause délibérée. L'ordre, c'était de se replier. Il n'a pas dit quand. C'était une interprétation techniquement correcte, moralement discutable et tactiquement géniale. La différence entre suivre les ordres aveuglément et comprendre l'intention opérationnelle derrière eux. Le soldat Morrison, un vétéran avec 7 mois de combat, fut le premier à bouger. « Je prends un des Panzerschreck, qui vient avec moi ?» La décision était prise, non par défiance envers l'autorité, mais par compréhension tactique supérieure. Le type d'initiative que les manuels militaires décrivent en théorie, mais que peu de soldats démontrent sous le feu réel. Les 4 minutes suivantes furent une chorégraphie de précision. 2 hommes transportèrent les lance-roquettes capturées à travers les décombres jusqu'à la position élevée. Le sergent vérifia personnellement chaque arme, s'assurant que les mécanismes de tir allemands,
légèrement différent de l'équipement allié, fonctionnait parfaitement. Les munitions furent distribuées. Les positions de repli furent identifiées. Morrison et le soldat Chen prirent les lance-roquettes. Le sergent se positionna comme observateur, avec une vue claire à la fois sur les chars et sur les tireurs. Jenkins et les trois autres se dispersèrent en position défensive, couvrant les flancs contre une éventuelle infanterie allemande. La préparation révélait quelque chose de crucial sur le combat réel versus la théorie académique. Dans les manuels, de telles opérations exigeaient des heures de planification. En réalité, des soldats expérimentés pouvaient improviser des tactiques complexes en quelques minutes à condition de comprendre les principes fondamentaux. Et alors, les chars entrèrent dans la zone mortelle. Le premier Panzer Marcator avançait à environ 25 km à l'heure, vitesse considérable pour un blindé de 30 tonnes sur terrain irrégulier. La tourelle était orientée vers l'avant, pas vers les flancs. Configuration de marche, exactement comme le sergent l'avait prévu. Cible 1, flanc gauche, 180 mètres, murmura le sergent dans la radio improvisée qu'ils avaient montée avec l'équipement de rechange. « Attendez que le deuxième char entre dans la vallée. Nous voulons les deux dans la zone avant le premier tir. » La discipline de feu était fondamentale. Un tir prématuré alerterait toute la colonne. Mais deux tirs simultanés contre deux chars dans un espace confiné créeraient une confusion maximale. Le deuxième Panzer entra dans la vallée, puis le troisième. Feu. Deux roquettes Panzerschreck furent lancées simultanément. La conception allemande était brutalement efficace. Des ogives à charge creuse capables de percer 150 mm de blindage à courte distance. Contre le blindage latéral d'un Panzer, qui dépassait rarement 50 mm, le résultat était dévastateur. La première roquette toucha le char principal, précisément entre la deuxième et la troisième roue du système de suspension. L'explosion à charge creuse non seulement perfora le blindage, mais détonna les munitions stockées à l'intérieur. Le Panzer se désintégra littéralement, la tourelle étant projetée 3 mètres sur le côté par la force de l'explosion secondaire. Le deuxième tir toucha le char suivant à la jonction de la tourelle avec la coque, le point structurellement le plus faible. Il n'y eut pas d'explosion secondaire, mais l'équipage n'eut aucune chance. Le jet de métal fondu généré par la charge creuse traversa le compartiment de combat à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. 2 chars neutralisés en 4 secondes. Mais le véritable génie tactique n'était pas dans les tirs. Il était dans ce qui se passa ensuite. Le troisième Panzer, voyant les 2 chars de tête en flammes, tenta de reculer. Mais la vallée étroite ne permettait qu'un mouvement en ligne droite. Le 4e char, sans vision claire de ce qui se passait, continua d'avancer. Collision inévitable. Les Allemands étaient entrés dans un piège géographique, et chaque seconde de confusion multipliait l'avantage tactique. Morrison et Chen rechargèrent déjà. Le protocole du Panzerschreck exigeait 15 secondes pour un rechargement complet, mais tous deux l'ont accompli en 11. L'entraînement devenant instinct sous la pression. Cible 3, en attente d'un angle de tir dégagé, ordonna le sergent, observant le chaos se déployer dans la vallée. Le 3e char avait réussi à s'arrêter avant la collision, mais se trouvait maintenant complètement exposé, sa tourelle tournant frénétiquement pour tenter d'identifier l'origine des tirs. Trop tard. La 3e roquette frappa la chenille droite du Panzer, l'immobilisant instantanément. Un char immobilisé était un char mort. Pas besoin de le détruire, juste de l'éliminer de l'équation tactique. 3 chars neutralisés. 9 restants dans la colonne, désormais pleinement conscients qu'ils étaient sous le feu d'armes anti-chars. Et alors quelque chose d'inattendu se produisit. Le 4e Panzer, au lieu de reculer, ouvrit le feu avec sa mitrailleuse coaxiale MG-34 en direction de la position élevée où Morrison et Chen étaient postés. Tir de suppression, tentant de fixer les tireurs pendant que le reste de la colonne se réorganisait. Mais le commandant allemand avait commis une erreur critique. En révélant qu'il connaissait la position des lance-roquettes, il montrait où ses propres chars visaient. Et le sergent avait des hommes positionnés sous différents angles. Jenkins, position sud. Vous avez un angle de tir dégagé sur le char 4 demanda rapidement le sergent à la radio. Affirmatif, en attente de votre ordre. Le sergent avait déployé un 5e Panzerschreck, gardé en réserve vers une position secondaire. Assurance tactique qui devenait maintenant pièce offensive. Feu à volonté. Le tir de Jenkins vint de la direction que les Allemands ne surveillaient pas.
La roquette traversa 150 mètres en moins d'une seconde, frappant l'arrière du 4e Panzer, là où se trouvait le moteur. Elle ne pénétra pas le compartiment d'équipage, mais embrasa le système de carburant. 4 chars neutralisés en 90 secondes. La colonne allemande se désintégrait. Les 5 panzers restants commencèrent à reculer en désordre, abandonnant les chars endommagés. Certains commandants n'attendirent même pas d'ordre, faisant simplement marche arrière en voyant la moitié de la formation détruite par un ennemi invisible. Morrison suivit la retraite à travers le viseur du Panzerschreck. Il se casse. On vient de le faire. Mais le sergent regardait quelque chose d'autre. Pas juste la retraite des chars, mais ce que ça déclenchait en cascade. La colonne blindée allemande n'était pas seule. Derrière elle, 3 camions transportant de l'infanterie s'arrêtèrent également brusquement. Des soldats allemands commencèrent à débarquer en panique, supposant que la zone était sous l'attaque de forces anti-chars importantes. Ce qui était techniquement vrai, mais avec une différence cruciale. Il ne s'agissait que de 8 hommes avec des armes capturées, pas d'une unité anti-char complète. La perception devenant réalité sur le champ de bataille. Et alors, l'information commença à se répandre. 15 minutes après le premier tir, la radio du poste de commandement crépita. Ce n'était pas le général. C'était le capitaine Reynolds, commandant de la compagnie adjacente, qui avait observé la colonne allemande battre en retraite en désordre. « Charlie 7, ici Bravo 3. On vient de voir une colonne blindée allemande se replier de votre secteur. Vous avez un appui artillerie qu'on ne connaît pas ?» Le sergent saisit la radio pesant chaque mot. « Bravo 3, négatif artillerie. On a utilisé ce qu'on avait sous la main. 4 chars mis hors de combat, 5 en retraite. Position maintenue. » Il y eut une longue pause. Puis, « Bien reçu, Charlie 7. Bon travail. Transmission au commandement. » 3 minutes plus tard, une autre radio, une autre unité qui avait écouté la transmission. « Charlie 7, ici Delta 2. Confirmé. Vous avez neutralisé 4 Panzers avec des ressources locales. Quel type de ressources ?» Morrison regarda le sergent avec un sourire grandissant. « Je crois qu'ils veulent savoir comment on a fait. » Et ce fut à ce moment que l'innovation tactique d'un sergent commença à se transformer en quelque chose de plus grand. Non pas seulement un succès isolé, mais une méthode reproductible. Le sergent répondit « Delta 2. Nous avons utilisé des lance-roquettes Panzerschreck capturées. Positionnement élevé, attaque de flanc en terrain confiné. La géographie a fait la moitié du travail. La transmission fut écoutée par des dizaines d'opérateurs radio tout le long de la ligne de front, et dans les unités qui possédaient également de l'équipement allemand capturé, mais qui n'avaient jamais envisagé de l'utiliser tactiquement de cette manière, la perception changea instantanément. Dans les 4 heures suivantes, 3 autres unités américaines mirent en œuvre des variantes de la même tactique. Armes capturées, positionnées en hauteur, attaquant des blindés allemands en terrain restreint. Le principe était suffisamment simple pour être compris rapidement, mais suffisamment efficace pour changer les engagements. Le soldat Chen, rechargeant pour la 4e fois cet après-midi, commenta « Vous savez ce qui est fou, on avait ces Panzerschreck depuis 3 semaines. Personne n'avait pensé les utiliser comme ça parce que c'était pas de l'équipement américain. » Exactement. L'innovation ne résidait pas dans la technologie. Elle résidait dans la reconnaissance que les règlements existent pour créer l'ordre, mais que les tactiques existent pour gagner des batailles. Et parfois, ces deux choses entrent en conflit. Jenkins, qui avait remis en question la décision de désobéir à l'ordre de repli, regardait maintenant la vallée où 4 panzers brûlaient encore. Le général va être furieux quand il va découvrir. Le sergent sourit légèrement, observant toujours le terrain. Le général va recevoir des rapports de 4 unités différentes qui font exactement la même chose dans l'heure qui vient. Il va devoir décider, gueule sur les ordres transgressés ou reconnaître une victoire quand il en voit une. C'était la différence entre un commandement basé sur la doctrine et un leadership basé sur l'efficacité. Et sur le champ de bataille, l'efficacité finit toujours par l'emporter. Ce qui avait commencé comme un sergent défiant, un ordre direct, se transformait en changement tactique systémique. Non pas parce que quelqu'un dans les échelons supérieurs l'avait approuvé, mais parce que les soldats en combat réel reconnaissent une véritable innovation quand ils la voient fonctionner. Morrison vérifia les munitions restantes. Il nous reste encore 6 roquettes. Vous pensez qu'ils vont revenir ? Le sergent secoua la tête. Pas aujourd'hui.
mais ils vont rapporter que ce secteur dispose d'une capacité anti-char significative. Ça va changer la façon dont il planifie la prochaine attaque. Il marqua une pause, observant le soleil commencer à se coucher. Et c'est exactement ce dont nous avions besoin. Du temps. Du temps pour que la ligne défensive se réorganise, du temps pour que les renforts arrivent, du temps acheté non par un repli mais par l'initiative tactique. Et quelque part, bien au-dessus d'eux dans la chaîne de commandement, des officiers recevaient des rapports sur une petite unité qui avait neutralisé une formation blindée en utilisant des tactiques non autorisées. Certains de ces officiers seraient furieux face à cette violation du protocole. Mais d'autres se poseraient des questions différentes. Des questions sur la reproductibilité, sur la formation, sur comment transformer une improvisation réussie en doctrine officielle. Parce qu'au final, la guerre est un laboratoire brutal où les théories sont testées avec la vie et la mort. Et les tactiques qui fonctionnent, quelle que soit la manière dont elles ont été découvertes, tendent à survivre et à se propager. La bataille avait tourné. Mais la véritable conséquence de ce moment était encore à venir. Ce qui avait commencé avec un sergent refusant de reculer était sur le point de résonner bien au-delà de ce champ de bataille. La question n'était plus de savoir si l'innovation fonctionnait. Cela avait été prouvé avec 4 chars détruits. La question était de savoir ce qui se passerait lorsque le commandement supérieur découvrirait que la victoire tactique était venue d'une désobéissance directe aux ordres. À 06h47, la fumée commença à se dissiper au-dessus du pont. Le silence qui suivit les derniers tirs avait une qualité bizarre, presque irréelle. 12 heures avant, cette position était destinée à être abandonnée. Maintenant, avec le soleil qui se levait, illuminant le terrain autour, il montrait quelque chose d'extraordinaire. 23 soldats allemands morts alentour, 2 chars Panzer IV mis hors de combat à moins de 50 mètres de la ligne défensive. Et le plus important, le pont était toujours américain. Le sergent Miller restait à sa position, le canon du fusil toujours chaud, les yeux fouillant le terrain pour la moindre trace de mouvement. Des 19 hommes qui avaient de commencer cette nuit, 17 respiraient toujours. 2 pertes, au lieu du massacre prévu. Les chiffres étaient clairs et cruels. La désobéissance avait sauvé 17 vies. La reddition les aurait toutes perdues. Ce que Miller ne savait pas à ce moment-là, c'est que la bataille du pont était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand qu'une victoire tactique isolée. À 07h15, lorsque le capitaine Harris réussit finalement à percer l'encerclement et atteindre la position, il s'attendait à trouver des ruines et des prisonniers. Ce qu'il trouva changea sa compréhension du commandement de terrain. Harris passa 2 heures à examiner les positions défensives, les tranchées improvisées creusées à l'angle exact pour créer des tirs croisés, les obstacles anti-chars construits avec des poutres du pont lui-même, positionnés pour canaliser les Panzers directement dans la zone mortelle du bazooka. Le système de signaux que Miller avait improvisé en utilisant des morceaux de tissu blanc pour coordonner le tir, sans communication radio. Ce n'était pas juste du courage. C'était de la tactique au plus haut niveau, réalisée sous pression maximale par un gars qui avait quitté l'école à 18 ans. Harris documenta tout, chaque position, chaque innovation, chaque détail de la défense improvisée. Le rapport qu'il envoya au commandement du bataillon cet après-midi-là faisait 15 pages. La recommandation finale était sans équivoque, étudiée et répliquée. L'histoire circula dans les lignes américaines à la vitesse où voyage ce genre de rumeurs. Mais ce n'était pas juste des histoires de cantine pour faire valoir. Des officiers du renseignement se présentaient. Ils voulaient comprendre comment un sergent avec du vieux matériel avait fait ce qu'aurait dû faire 3 fois plus de gars avec du matériel lourd. À 14h30 le lendemain, Miller expliquait sa tactique à un major de West Point qui écrivait comme un possédé. Une semaine plus tard, un colonel du génie passait 6 heures sur ce pont, mesurant angles et distances. Tout le monde posait la même question. Comment ça s'est fait? Miller répondait toujours simple. Il avait regardé le terrain, pensé à ce que l'ennemi ferait et utilisé ce qu'il avait. Pas de mystère, pas de génie militaire incompréhensible. C'était de la résolution de problèmes brutale mais directe. Pour le commandement américain habitué aux règles et à l'ordre strict, c'était révolutionnaire. Le 18 novembre 1944, 3 semaines après la bataille du pont, le commandement de la 3e division d'infanterie émit une directive tactique. Le document de 32 pages était officiellement intitulé « Directive 44B »,
principe de défense improvisé en terrain urbain. Informellement, les soldats l'appelaient le manuel Miller. C'était la première fois dans l'histoire de l'armée des États-Unis qu'une doctrine tactique formelle était basée entièrement sur les actions d'un sous-officier de rang inférieur en désobéissance directe aux ordres supérieurs. Le document codifiait chaque aspect de la défense du pont. Les angles de creusement des tranchées, 2 mètres de profondeur avec un parapet de 60 cm. Le positionnement d'obstacles anti-chars en motif zigzag pour forcer les blindés à exposer leurs flancs. Le système de signaux visuels pour la coordination du feu sans communication électronique. Même la rotation des sentinelles de Miller, 45 minutes au lieu des 60 standards, fut incorporée. La directive fut distribuée à toutes les unités d'infanterie sur le théâtre européen. 23 000 hommes reçurent une formation basée sur les tactiques de Miller dans les 2 mois suivants. Les résultats furent mesurables et spectaculaires. En décembre 1944, durant la bataille des Ardennes, la compagnie Easy de la 101e division aéroportée utilisa les principes du manuel Miller pour défendre la ville de Bastogne. Encerclés, largement inférieurs en nombre, qu'avec des munitions limitées, ils maintinrent des positions critiques en utilisant exactement le système de fortification improvisé que Miller avait développé. 7 positions défensives, suivant la doctrine Miller, résistèrent à 12 jours d'assauts allemands. L'estimation du commandement est que les tactiques improvisées sauvèrent entre 200 et 300 soldats américains rien qu'à Bastogne. En janvier 1945, des unités de la 7e division d'infanterie appliquèrent les mêmes principes durant la traversée du Rhin. Faisant face à de féroces contre-attaques d'unités SS, les défenses improvisées permirent de tenir des têtes de pont critiques avec un tiers des pertes prévues par les planificateurs militaires. En février, durant l'offensive finale en Allemagne, les registres du commandement comptabilisaient 41 actions défensives réussies directement attribuées à l'application des tactiques Miller. Le nombre de pertes évitées était impossible à calculer avec précision, mais les estimations conservatrices indiquaient plus de 1000 soldats américains. Mais l'impact stratégique allait bien au-delà du nombre de pertes. Le pont que Miller avait refusé d'abandonner était devenu un nœud critique dans le réseau d'approvisionnement allié. 60 camions de ravitaillement le traversaient quotidiennement, 3000 litres de carburant et des munitions pour 2 divisions. Si le pont était tombé cette nuit d'octobre, l'avancée alliée dans la région aurait été retardée d'au moins 2 semaines. 2 semaines qui auraient pu permettre aux Allemands de consolider leur défense, repositionner leur artillerie, amener des renforts. Les analystes militaires de l'après-guerre calculèrent que la défense du pont accéléra la fin de la guerre sur le théâtre européen d'environ 8 à 10 jours. 8 jours peuvent ne pas sembler beaucoup. Mais en termes de vie, chaque jour de guerre coûtait en moyenne 3000 pertes militaires et civiles combinées. Les mathématiques étaient sombres, mais incontournables. Le refus d'un sergent d'obéir à un ordre a peut-être sauvé entre 24 et 30 000 vies. Le 3 mars 1945, le sergent James Miller fut convoqué au quartier général du commandement du régiment. Pendant 4 mois, depuis cette nuit sur le pont, il avait continué à faire exactement ce qu'il avait toujours fait. Diriger son escouade, suivre les ordres, maintenir ses hommes en vie. La convocation était inhabituelle, mais Miller supposa qu'il s'agirait d'une énième session d'instruction tactique. 6 officiers l'attendaient, dont un général de brigade que Miller reconnut des photographies dans les journaux de l'armée. Ce qui suivit dura 17 minutes et changea définitivement la vie de Miller, la médaille d'argent pour la défense du pont. La promotion immédiate au grade de sergent de première classe et quelque chose de plus rare, des excuses officielles. Le général lut une déclaration préparée. L'armée des États-Unis reconnaît que les ordres émis dans la nuit du 27 octobre 1944 étaient basés sur des renseignements incomplets et une analyse tactique inadéquate. Le sergent Miller a démontré un jugement supérieur à celui de ses officiers commandants. Son initiative et son leadership représentent le meilleur de la tradition militaire américaine. Miller, debout au garde-à-vous, ne dit rien. Mais les hommes qui étaient au présent rapportèrent plus tard qu'ils virent des larmes dans ses yeux. L'histoire de Miller devint légendaire, pas parce qu'il désobéit, mais parce que ça révéla une vérité que personne voulait entendre sur la vraie guerre. Les manuels et les grades sont importants, mais la guerre réelle, elle se gagne par des gars qui peuvent penser sous feu,
s'adapter à n'importe quoi et prendre les bonnes décisions avec des infos incomplètes. Miller n'a jamais mis les pieds à West Point. Il connaissait rien à Clausewitz, zéro théorie militaire. C'était un mécanicien de Pittsburgh qui s'est engagé après Pearl Harbor parce qu'il pensait que c'était la bonne chose. Mais quand ça a compté, quand il a fallu choisir entre suivre les ordres ou suivre ce qu'il voyait, il a préféré ses yeux à la radio. Et ce choix a changé la guerre. Pas tout seul, évidemment. Une bataille, ça change pas la guerre. Mais 1000 choix comme celui-ci, 1000 moments où des gars risquent la cour martiale pour sauver leur unité, c'est ça qui détermine qui gagne et qui perd. Miller, il en était le symbole. Après la guerre, Miller est retourné à Pittsburgh. Il a rouvert l'atelier que son père avait fermé en 1942. Il s'est marié, a eu 3 enfants, une vie qu'il décrivait comme ordinaire. Il parlait pas beaucoup de la guerre. Quand on lui posait des questions sur cette nuit sur le pont, il répondait toujours la même chose. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » C'était pas vrai, et Miller le savait. La plupart auraient obéi. La plupart auraient reculé. Et le pont aurait été pris. Miller est mort en 1987, 68 ans, arrêt cardiaque sous une Chevrolet. À ses funérailles, 13 gars qui avaient été avec lui sur ce pont en octobre 1944 étaient là. Des hommes qui lui devaient leur vie. L'un d'eux, Robert Chen, devenu prof d'histoire militaire, parla à la cérémonie. Ses derniers mots résumaient tout. Miller a montré à l'armée américaine que réfléchir c'est aussi important qu'obéir. Et ça a changé comment on fait la guerre. La leçon du pont dépasse largement la tactique militaire. C'est sur le courage de contester quand les chefs se trompent. C'est sur faire confiance à ce que tu vois plutôt qu'à ce qu'on te dit. C'est sur avoir le cran de prendre les devants quand personne d'autre le fera. Miller voulait pas être un héros. Il voulait garder ses gars vivants. Mais en refusant des ordres débiles, il n'a pas sauvé juste 17 vies cette nuit-là. Il en a sauvé des centaines après, peut-être des milliers pendant le reste de la guerre. L'innovation militaire, ça vient pas que des généraux en salle de guerre ou des ingénieurs en labo. Parfois, ça vient d'un sergent sur un pont, sans munitions et face à un choix impossible. Et quand cette innovation marche, qu'on la reconnaît et qu'on la documente, elle change les armées entières. Si cette histoire t'a fait voir l'autorité, le leadership, le choix difficile différemment, alors elle a fait son job. On explore constamment des histoires comme celle-là sur la chaîne. Des moments où des gars ordinaires, dans des situations extraordinaires, font des choix qui changent le cours de l'histoire. Des tactiques improvisées devenant doctrine. De la désobéissance qui sauve des vies. La Deuxième Guerre mondiale en est pleine et la plupart ont jamais été racontées. Abonne-toi pour pas rater la prochaine. Parce que l'histoire, c'est pas que les généraux et les présidents. C'est les sergents sur les ponts, les mécaniciens qui deviennent soldats et les gars normaux qui refusent de se rendre. Et c'est ça qu'on devrait raconter.